À Goma, poursuite du déploiement des policiers dimanche dans la capitale du Nord Kivu, 24 heures après le retrait des rebelles du M23. Mais l'attaque du camp de déplacés de Mugunga, à une dizaine de kilomètres de la ville, a très vite rappelé l'insécurité persistante dans laquelle vivent les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. En fin d'après-midi, signale l'AFP, l'armée dont le retour avait été annoncé pour dimanche n'était pas arrivée dans la capitale du Nord Kivu et n'était désormais plus attendue avant lundi après-midi. Mugunga a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche, annonce la HCR, ou Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui ne signale pas de morts, mais des cas de viol et de pillage lors de l'attaque par des hommes armés non identifiés. Les différents postes stratégiques de Goma occupés par le M23 ont été officiellement remis aux responsables du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL ou à la MONUSCO. Il s'agit notamment de la grande et de la petite barrière à la frontière entre la RDC et le Rwanda, du siège de la Banque centrale, du commissariat provincial de la police et des bureaux du gouverneur de la province. Ces lieux sont actuellement sécurisés par des éléments de la police nationale congolaise venus de Bukavu, au sud Kivu. Avant leur retrait de Goma jusqu'à 20 km au nord, le chef militaire du M23, le général Makenga, avait réuni ses hommes afin de souligner que pour lui, le travail n'est pas encore terminé, expliquant que le mouvement rebelle laisse la place à la politique et à la diplomatie pour trouver une solution, telle que l'a demandé la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Mais si rien n'est fait, le commandant du M23 a déclaré que le M23 achèvera le travail qu'il a commencé. Malgré l'euphorie qui gagne la population, la plupart estiment que les rebelles reprendront la ville si les négociations n'aboutissent pas. D'autres, en revanche, espèrent que ce retrait va permettre la reprise normale des activités socio-économiques. De Goma, un reportage de notre correspondant Primo Pascal Rodahigwa. Être à 20 km, ils sont toujours dans la ville. Ça, c'est une honte. Voir les munitions qui viennent de partir, qui viennent de quitter le pays, ça fait la honte. Ce sont là quelques avis des habitants de Goma qui ne croyaient pas à ce retrait du M23 de la ville. Tous sont enfin partis après plusieurs tergiversations. Le porte-parole du M23, Bertrand Bissimois, dit que c'est une chance qu'ils accordent à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, il s'agit d'un sacrifice qu'il faut faire. Et quand on fait un sacrifice, on le fait avec plaisir parce que c'est seule la finalité qui compte. On se dit que, étant donné que la finalité de ce sacrifice, c'est obtenir la paix à travers des voies pacifiques, à travers les négociations avec le gouvernement de Kinshasa, alors nous disons que même si le gouvernement pouvait nous demander de reculer de 1000 km, on le ferait si seulement c'est le prix à payer pour la paix. Et nous l'avons fait. Nous sommes à 20 km de la ville de Goma et nous comptons attendre jusqu'à ce que le gouvernement accepte de négocier avec nous. Le retrait du M23 de Goma laisse des traces de pillage. Les véhicules de l'État et de quelques particuliers, ainsi que plusieurs biens publics emportés. On faisait descendre quelqu'un dans le véhicule, on prend le véhicule, on va avec au Rwanda. On amène les chauffeurs jusqu'à la grande barrière, on amène ça. Tout ça, ça nous fait souffrir. Pour sécuriser la ville, le gouvernement a commencé à déployer la police. Les militaires et les autorités suivront. Mais la population reste sceptique. Que ces autorités qui étaient là, qui ne reviennent plus. Nous voulons que Kinshasa nous envoie d'autres. Nous voulons qu'on nous envoie d'autres. Même pas Kinshasa. On va risquer même de prendre nos autorités ici nous-mêmes. Nous sommes le peuple, nous avons le droit d'élire. On va demander qu'on élise un gouverneur responsable, pas un gouverneur démagogue. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle comme un perroquet. Il a la fluidité verbale, mais pratiquement il n'a rien. Le commandant de la police déployé pour sécuriser la ville rassure les gomatraciens. Colonel Henri Capen. Nous devons mettre de discipline dans ce qu'on est en train de faire pour éviter que la population soit marginalisée. C'est ça le point qui est vraiment primordial. À ce qui concerne d'autres choses, là, ça ne me concerne pas. Mais moi, je voulais que la population soit rassurée, la population puisse vaquer à ses occupations librement et sans dérangement outre. Les yeux des Congolais restent tournés vers Kampala, où des négociations sincères doivent avoir lieu entre le M23 et le gouvernement, avec la médiation de la CIRGL pour mettre fin définitivement à cette crise qui a longtemps duré. Goma, Primo Pascal Rodahigwa, La Voix de l'Amérique.
Par ailleurs, la MONUSCO exprime sa grande déception suite à la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du Congo de suspendre les transmissions de Radio Okapi. La décision est particulièrement malvenue eu égard à la situation délicate et difficile qui prévaut au Nord Kivu, a dit dans un communiqué le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Roger Miss. Radio Okapi diffuse des informations cruciales pour la population telles que des appels au calme par les leaders religieux, les communiqués relatifs à l'instauration du couvre-feu par les autorités provinciales et bien d'autres encore. Je trouve le choix du moment pour cette décision et l'absence de notification troublant et regrettable, a ajouté Roger Miss. Selon Jean Bosco Bahala, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, cette mesure a été prise en raison du refus de la radio de remettre son cahier de charges dans le cadre du passage à la télévision numérique terrestre. Selon un rédacteur de la radio qui a requis l'anonymat, cette mesure intervient en fait après la diffusion jeudi d'une interview de Jean-Marie Runiga, le chef politique du M. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Commencer donc ce nouveau document qui met en cause le Rwanda dans la rébellion qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un rapport d'experts des Nations Unies, rapport daté du 26 novembre, un rapport non officiel mais que le site internet du New York Times a obtenu. On peut y lire que d'après les informations collectées, plus de 1000 soldats de l'armée rwandaise ont combattu aux côtés du M23. Les précisions de Nicolas Champeau. Un bataillon entier des FDR, soit entre 800 et 1000 soldats, aurait été déployé dès la fin octobre sur les positions rebelles de Bukima et Tchenguerero. 7 compagnies des FDR auraient par ailleurs appuyé les rebelles lors de la deuxième offensive sur Kibumba le 17 novembre. Les M23, selon des photos publiées en annexe, auraient reçu des uniformes au camouflage et aux couleurs similaires à ceux des FDR afin de permettre aux soldats rwandais d'être moins repérables, notamment lors de la prise de Goma. Le rapport fait aussi état de tirs d'artillerie à partir du Rwanda sur les positions des FARDC. Selon les experts, le général Bosco Ntaganda, recherché par la CPI pour crimes de guerre, aurait dirigé les troupes du M23 stationnées à Kibumba. Mais selon Steve Edge, coordinateur des experts onusiens, le commandement de l'offensive sur Goma était avant tout une affaire rwandaise. Le général rwandais Emmanuel Ruvusha, déjà cité dans son précédent rapport, a supervisé sur place l'exécution d'une attaque planifiée par James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense, et par son chef d'état-major Charles Kayonga. Les experts estiment enfin que les informations recueillies ces dernières semaines tendent à confirmer leur thèse selon laquelle le gouvernement rwandais, avec l'Ouganda, a créé le M23 et qu'il a équipé, entraîné, conseillé, renforcé et commandé la rébellion. Fin de citation. Le Rwanda et l'Ouganda donc de nouveau mis en cause par les Nations Unies dans cette crise au Nord Kivu. Pas de réaction pour le moment à Kigali et à Kampala. Depuis samedi, les habitants de Kinshasa, la capitale congolaise, ne peuvent plus écouter Radio Okapi. Le signal de la radio est brouillé, une première en 10 ans d'existence. Le CESAC, le Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel, se défend d'avoir sanctionné la radio pour des raisons politiques. D'après Jean Bosco Bahala, le président du CESAC, cela n'a rien à voir avec l'interview d'un chef du M23. Radio Okapi est en tort parce qu'elle n'a pas communiqué son cahier des charges. Nous leur avons donné une suspension de 4 jours pour qu'ils viennent se mettre en ordre avec nous. Ça n'a rien à voir avec l'information qui a été donnée, qui fait état de je ne sais quelle interview accordée à je ne sais qui. Donc vous ne vous opposez pas à ce que Radio Okapi fasse intervenir des responsables du M23 sur son antenne? Vous savez que tous les chefs de rebelles, la plupart d'entre eux sont recherchés par la Cour pénale internationale. Ce sont des criminels de guerre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avait fait une recommandation aux médias leur demandant de pouvoir gérer l'information en cette période de guerre de façon responsable et très professionnelle. Mais ce n'est pas cela le problème. Pour nous, le problème est d'abord administratif. Un problème administratif, donc, selon le président du CESAC. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo s'étonne. La MONUSCO finance Radio Okapi et son porte-parole, Madnodj Munumbai, dit n'avoir reçu aucune information de la part des autorités.
Premièrement, d'abord, c'est la surprise parce que nous n'avons jamais été notifiés par le CESAC de cette décision. D'autant plus que pour nous, elle est très malvenue. Elle vient à un moment difficile, à un moment où la population de la République démocratique du Congo a besoin d'avoir accès à l'information. Nous défendons très fortement la liberté de presse et la liberté d'expression. Nous sommes quand même une radio responsable. Et lorsque nous intervenons ou nous avons des invités, nous le faisons d'une façon responsable. Pendant ce temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, la police se réorganise. Le chef de la police congolaise est arrivé sur place et 500 policiers qui étaient restés à Goma pendant l'occupation du M23 se sont présentés à leurs supérieurs pour reprendre le travail. L'armée congolaise, elle, n'est toujours pas revenue 48 heures après le départ du M23. La sécurité dans la zone n'est pas rétablie. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés ont attaqué un camp de déplacés à une dizaine de kilomètres de Goma. Ils sont entrés dans ce camp en pleine nuit et pendant 1 heure, ils ont pillé et battu les déplacés. Au moins 6 femmes ont été violées. Les casques bleus sont arrivés après le départ des soldats. Les témoins accusent des hommes du M23. Reportage de Cyril Ben-Simon dans le camp de déplacés de Mugunga dans le journal tout à l'heure à 7h, temps universel. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La situation en République démocratique du Congo, c'était la condition pour l'ouverture des négociations avec le gouvernement congolais. Les rebelles du M23 ont quitté samedi dernier la ville de Goma après 11 jours d'occupation. Ce retrait fait suite à la médiation des pays voisins de la RDC, une médiation qui s'est déroulée à Kampala en Ouganda. À Goma, on attend l'arrivée des soldats de l'armée congolaise stationnés à quelques 30 km plus loin. Les détails avec Fréjus Kenom. C'est dans un convoi de camions et de véhicules tout-terrain que les combattants du M23 sont partis de la ville, tombés sous leur contrôle depuis le 20 novembre. Pour cette habitante de Goma, c'est un soulagement. Dieu merci qu'ils se sont retirés. Il commençait à y avoir une grave pénurie de vivres. À présent, nous reprenons confiance en l'avenir. Mais ce retrait ne signe pas la fin de la crise. Les rebelles du M23 ont d'ailleurs prévenu, ils reviendront à Goma si les négociations ne débutent pas dans l'immédiat. Sultani Makenga est le chef militaire du M23. Comme ils nous ont demandé de nous retirer, nous le faisons. Si le président Kabila et son gouvernement veulent que nous revenions, nous reviendrons. Toutefois, s'ils écoutent nos exigences, il n'y aura aucun problème. Après 11 jours passés sous occupation rebelle, Goma ressemble à une ville fantôme. Beaucoup de personnes préfèrent rester chez elles, craignant des exactions, mais aussi des règlements de compte de la part de détenus remis en liberté. Aussi, de nombreux habitants ont-ils pris la fuite. La priorité, ce sont les besoins de ces populations, estime Hirut Gebre-Selassie, chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Je pense que la première chose est de répondre aux besoins de la population, aider ceux qu'ils veulent à retourner chez eux. Afin de combler le vide de sécurité, environ 300 policiers congolais ont été envoyés depuis Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Ils doivent assurer la sécurité des populations en attendant l'arrivée annoncée pour ce lundi des soldats de l'armée régulière. Quant aux négociations, on ignore quand elles vont avoir lieu entre rebelles et pouvoir congolais. Elles seront de toute façon une épreuve humiliante pour Kinshasa qui avait opposé dès le début une fin de non-recevoir. Mais afin de s'assurer que le plan de paix est bien mise en œuvre, les pays de la sous-région ont mis en place une instance de supervision dirigée par un officier de l'armée ougandaise. Et puis Kinshasa se félicite du retrait des rebelles du M23 de Goma. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, ce retrait est, je cite, un pas vers la bonne direction. Par ailleurs, la radio Okapi, la radio parrainée par l'ONU, est brouillée depuis samedi dernier à Kinshasa. Pour le rédacteur en chef de la dite radio, cette mesure est liée à une interview que la radio Okapi a eue avec l'un des chefs du M23. Quant au Rwanda, il affirme avoir repoussé une attaque des rebelles Hutus des FDLR à la frontière avec le... Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Kigali n'a donc pas tardé à réagir en démentant formellement avoir facilité la prise de Goma le 20 novembre dernier. C'est un document rédigé par un groupe d'experts de l'ONU et transmis au comité des sanctions du Conseil de sécurité qui affirme que l'armée rwandaise a fait une incursion en territoire congolais afin d'aider les rebelles du M23 à s'emparer de la capitale du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les rebelles se sont retirés de la ville samedi dernier à la suite d'un accord qui prévoit des négociations avec Kinshasa. Selon le groupe d'experts, plus de 1000 soldats rwandais ont épaulé les rebelles du M23 dans leur offensive, réplique d'Olivier Nduhungirehe, premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU à New York. Le Rwanda n'est pas surpris par cet énième rapport qui accuse le Rwanda. Ce rapport est dans la lignée des rapports précédents qui visent à tout prix à mettre en cause le Rwanda dans le conflit au Congo, ce qui n'est pas le cas. Et vous aurez remarqué que ce rapport n'est pas étayé par des preuves matérielles concrètes. Il s'agit, comme les précédents, des allégations qui se basent sur des témoignages anonymes des officiers de renseignement congolais, des officiers locaux. Il n'y a aucune preuve qui soit matérielle, aucune preuve qui soit crédible. Et parler de 1000 hommes qui auraient traversé la frontière, c'est vraiment pas crédible. La MONUSCO elle-même, a dit qu'elle n'a aucun élément pour dire ou confirmer que le Rwanda est intervenu lors de la prise de Goma. C'est une sorte de fuite en avant de ce groupe d'experts qui veut à tout prix, pour des raisons politiques qu'on a évoquées à plusieurs reprises, accuser le Rwanda de tout ce qui se passe au Congo, mais le Rwanda va continuer de l'avant, notamment en soutenant le processus régional de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et on ne va pas se laisser distraire par le rapport du groupe d'experts qui veut impliquer le Rwanda dans un conflit auquel il n'est pas parti. Mais Olivier, dans ce document qui a été mis en ligne par le New York Times, on voit également des photos et qui montrent que le M23 aurait reçu des uniformes au camouflage et aux couleurs similaires à ceux des FDR. Ça, ce n'est pas nouveau. Même dans les rapports précédents, on nous montrait des photos qui, soi-disant, montreraient des uniformes rwandais, ce qui n'est pas le cas. Le Congo est un pays très vaste où opèrent une vingtaine de mouvements armés, où il y a de trafic de toutes sortes, de trafic d'armes, où des uniformes circulent. Donc dire que ces uniformes-là sont rwandais, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je pense que ces spéculations permanentes de la part du groupe d'experts doivent cesser. Ou bien ils ont des preuves matérielles, des preuves concrètes qui impliquent le Rwanda, dans ce cas-là, ils les fournissent, ou bien, s'ils ne les ont pas, qu'ils cessent de toujours montrer des photos ou des documents qui ne constituent pas des preuves en réalité. On a même parlé des combattants du M23 qui parleraient anglais, ce qui impliquerait le Rwanda quand même. Le Rwanda n'a pas inventé la langue de Shakespeare. Toujours selon ces experts onusiens, le général rwandais Emmanuel Rovusha, déjà cité dans un précédent rapport, a supervisé sur place l'exécution d'une attaque planifiée par James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense, et par son chef d'état-major, Charles Kayonga. Comment Kigali compte nier cette accusation? Là non plus, cette accusation n'est pas nouvelle, puisqu'elle était contenue dans le rapport final. On accuse le général Rovusha, qui se trouve être le commandant de la région militaire du Nord-Ouest. Donc c'est un bouc émissaire facile pour l'Ouest, à Gisenyi. Nous, le Rwanda, on fait confiance, on a toujours fait confiance, on continuera à faire confiance au mécanisme conjoint de vérification élargie qui, dans un rapport soumis au chef d'état-major de la conférence internationale de la région des Grands Lacs le 19 novembre, a clairement dit qu'il n'y a aucune preuve que le Rwanda a soutenu le M23, que ce soit soutien militaire, que ce soit soutien logistique et entraînement. Le mécanisme conjoint de vérification, qui est, je le rappelle, composé des officiers de tous les États membres de la Conférence internationale des Grands Lacs, est un mécanisme beaucoup plus fiable qu'un groupe de 6 consultants, dont 5 occidentaux, qui ont un agenda politique. Vous aurez remarqué même que dans le dernier rapport du groupe d'experts, celui du 26 novembre, le groupe d'experts a voulu interférer dans le travail du mécanisme conjoint de vérification conjoint, puisqu'ils savent, les membres du groupe d'experts savent que le mécanisme a conclu différemment de ce qu'il écrivait dans le rapport successif. Ils ont dit que les officiers rwandais qui sont membres du mécanisme ont forcé les autres membres à adoucir le rapport, ce qui est vraiment une accusation farfelue. Maintenant, le groupe d'experts s'immisce
dans les opérations du mécanisme conjoint de vérification parce qu'ils ont su que le mécanisme disculpe le Rwanda entièrement. C'est une action qui nous préoccupe, cette tendance du groupe d'experts à s'immiscer dans le fonctionnement du mécanisme conjoint de vérification. Olivier Nduhungirehe de la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU, jointe à New York. En RDC toujours, l'armée congolaise est donc arrivée à Goma après le départ du M23. Pendant ce temps, nous apprenons que dans la nuit de samedi à dimanche, un camp de déplacés à une dizaine de kilomètres de la ville, dans le village de Mugunga, a été attaqué par des hommes armés portant des uniformes selon des victimes. Au micro de Nathalie Barge, Kouassi Etienne, coordinateur des opérations du Haut-Commissariat des réfugiés dans l'Est de la RDC. Ils sont saisis donc de tout ce que les déplacés avaient, des vivres, des téléphones, du linge, de l'argent. Et en partant, ils ont réquisitionné un certain nombre de jeunes gens qui ont porté les butins dans la nuit en direction du parc de Virunga. C'est à la limite du parc qu'ils ont demandé aux jeunes gens de retrouver dans le camp. Ce matin, je me suis rendu sur le camp. Il nous a été aussi rapporté qu'il y aurait eu des femmes violées. Les déplacés pauvres ont été battus aussi. Il n'y a pas eu de mort. Donc, le PAM a continué donc la distribution de vivres, redonner de la nourriture à ceux qui ont été victimes du pillage. Qui protégeait ce camp? Est-ce que la MONUSCO était présente? Nous avons essayé de contacter la MONUSCO. Le caractère civil de camp doit être préservé. Donc, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de forces armées dans le camp pour garder les déplacés. Ça, c'est un fait. Bon, en pleine nuit, nous avons essayé donc d'appeler et malheureusement, je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la chaîne de communication. Disons qu'il n'y a pas eu de secours jusqu'au matin. Est-ce qu'aujourd'hui, le camp est sécurisé? Nous avons fait une demande justement dans ce sens auprès de la MONUSCO pour que, éventuellement, soit qu'il y ait une patrouille régulière. Il n'y ait pas question que cette patrouille aille se positionner dans le camp, mais tout autour du camp, naturellement. Si par contre on doit pouvoir nous trouver donc des officiers de police non armés, ça on accepterait. Mais bon, le fait positif maintenant, c'est que la police nationale congolaise est de retour à Goma et rapidement va être déployée sur le camp comme cela a été le cas avant qu'il y ait la crise à Goma. Donc environ 10 policiers, la PNC, donc la police nationale congolaise, pourraient dans les prochaines heures, dans les prochains jours, être déployés sur le camp. Kouassi Etienne, coordonnateur des opérations du HCR dans l'Est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Goma, en République démocratique du Congo, les forces armées sont positionnées autour de la ville, mais n'ont pas encore vraiment reçu l'ordre d'entrer dedans. La ville qui a été désertée par les rebelles du M23 depuis ce week-end. Le M23, dans le cadre de nouvelles négociations avec Kinshasa, a en effet accepté de se retirer de la capitale provinciale du Nord Kivu et a affirmé que la balle était désormais dans le camp du président Kabila pour l'ouverture du dialogue. En ce début de semaine, tout est en suspens et on retrouve notre correspondant à Kinshasa, Lubunga Biaoumbe. Les habitants de Goma que j'ai pu contacter ce matin annoncent l'arrivée du ministre de l'Intérieur, le ministre du gouvernement central qui venait de Bukavu. Et avec l'arrivée du ministre, on signale aussi la police, des éléments de la police qui étaient venus aussi de Bukavu, qui prennent de plus en plus le contrôle de la ville. Pour ce qui est de l'armée régulière, en tout cas quelques habitants disent qu'ils voient les militaires dans quelques quartiers qui entrent un à un, mais le plus gros lot des militaires est encore basé à Saké, une localité située à une trentaine de kilomètres de Goma. Bon, les activités n'ont pas encore totalement repris parce que l'aéroport de Goma est toujours fermé au trafic. Même les autorités qui atterrissent dans cette ville viennent par hélicoptère et ils atterrissent à la base de la MONUSCO, la mission des Nations Unies ici au Congo. Et même le beach ou le port qui assure le transport entre Goma et Bukavu est toujours fermé. Selon des sources que j'ai pu joindre à Goma, on pense que le beach pourra être rouvert au trafic à partir de demain. Qui tient effectivement l'aéroport en ce moment? Jusqu'à ce moment, l'aéroport de Goma est sous le contrôle des casques bleus de la MONUSCO et c'est depuis l'arrivée des rebelles à Goma le 20 novembre que cet aéroport est toujours sous le contrôle des casques bleus. Selon les accords qui ont été signés à Kampala le 24 novembre, l'aéroport pourra passer sous le contrôle
d'une force qu'on peut qualifier de mixte, composée de forces régulières, c'est-à-dire une compagnie de l'armée régulière, une compagnie de M23, une compagnie de casques bleus ainsi qu'une compagnie de la force neutre qui reste encore à former. Mais selon des informations à notre disposition, les premiers éléments de cette force neutre pourront provenir de la Tanzanie, qui vont donner peut-être ces éléments-là qui vont contrôler l'aéroport de Goma. Lubunga Biaombe depuis Kinshasa, il était joint par Jean-David Miamlé. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 jours après le retrait du M23, l'armée est donc de retour. Un premier bataillon est rentré hier à Goma. Les FARDC avaient quitté la ville au moment de l'attaque des rebelles. Après 2 semaines d'absence, 750 soldats ont retrouvé donc leur base hier. Sur place, Cyril Ben-Simon. Ce ne sont pas forcément leurs maris qui descendent des camions militaires, mais qu'importe. Hier, les femmes de soldats venues au camp de Katindo pour acclamer le retour des forces gouvernementales faisaient preuve d'un enthousiasme sans retenue. Je suis femme de capitaine, je suis très contente de voir notre militaire. En tout cas, je suis très fière de rencontrer notre militaire arrivé ici encore à Goma. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans notre maison. Nous sommes fiers de notre militaire ici à Goma. Et pourtant, ils étaient quand même partis. Ils étaient partis des faits. Ok, à cause de la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes retrouvés ensemble avec notre militaire. En tout cas, merci beaucoup. La joie est là, mais le camp militaire est en piteux état. Sur le sol, des centaines de papiers abandonnés à la hâte, au moins autant de préservatifs. Au sein de la population de Goma, le bonheur de revoir les soldats est parfois teinté d'inquiétude, celle de voir se produire des nouveaux pillages. Et là, le colonel Didier Kalouma, le commandant du 41e bataillon commando, se veut formel. Soyez rassurés que ces militaires vont garder la population et leurs biens et qu'il n'y aura jamais un acte de pillage. Ça, c'est une armée républicaine, mais ce n'est pas une milice. Et personne n'osera de piller les biens de la population. Ils le savent très bien. De pareils exacts, ça ne peut pas être posé par nous. À Goma, les sources militaires se disent sereines. Selon elles, les risques de reprise de combat sont minimes, même si la menace du M23 est loin d'être évaporée. Hier, les avant-postes de la rébellion n'étaient qu'à 6 km du centre-ville. Cyril Ben-Simon, Goma, RFI. Et ce retour des soldats congolais a été supervisé hier par le gouverneur du Nord Kivu, lui aussi revenu à Goma. Julien Paluku avait quitté la ville lors de l'avancée des rebelles pour rejoindre Beni. Il appelle les habitants de Goma au calme. Il leur demande de ne pas essayer de se venger de ceux qui auraient pu collaborer avec les rebelles ou de ceux qui auraient pu profiter de la situation pour piller ou agresser des habitants. Toujours à Goma, les chefs d'état-major congolais, rwandais et ougandais se sont réunis hier. Le général ougandais Nyakerima estime que le retour de l'autorité congolaise à Goma se passe bien. Reste à sécuriser l'aéroport. C'était une très bonne réunion. Nous avons eu de bons retours. Nous sommes en lien avec la MONUSCO et avec le mécanisme conjoint de vérification de la conférence des Grands Lacs afin de mettre en œuvre les résolutions des accords de Kampala. Les accords de Kampala comprennent 11 points, 3 sont d'ores et déjà exécutés. Le M23, par exemple, devait se retirer de Goma et c'est chose faite. Un bataillon des FARDC est arrivé dans la ville et c'était aussi un autre point de l'accord. Nous avons en revanche quelques difficultés avec l'aéroport qui en principe doit être sécurisé par une force neutre issue de l'un des 11 pays de la conférence des Grands Lacs. Les unités qui doivent former cette compagnie ne sont pas encore arrivées. Donc on s'est mis d'accord. Les forces du M23 et les FARDC doivent se tenir à l'écart de l'aéroport. De notre côté, nous faisons de notre mieux pour que cette force neutre soit opérationnelle le plus rapidement possible à l'aéroport. Selon nos informations, un pays membre s'y emploie. C'est l'affaire de quelques semaines et non de mois. Le M23 s'est retiré de Goma, mais le groupe a des hommes stationnés à moins de 3 km de l'aéroport, à Munigi. Est-ce que cela vous pose problème? Non, ce n'est pas du tout un problème. Ils iront où on leur dira d'aller. Ensuite, les négociations vont pouvoir commencer, mais quand, je ne peux pas vous dire. Et concernant ces négociations, justement, Kinshasa ne veut pas parler de négociations, mais de rencontres préliminaires. Ah oui, d'ailleurs, Amélie, après ce journal, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aubin Minakou, sera l'invité de Christophe Boisbouvier. Le M23 a formulé 21 recommandations, 21 demandes. Aubin Minakou est prêt à examiner ces demandes, mais pas question, dit-il, et vous l'entendrez, d'organiser un dialogue inter-congolais comme à Sun City en 2002. Pas question non plus de remettre en cause les institutions. Et une dernière information concernant le Nord
Nord Kivu après l'attaque du camp de déplacés de Mugunga 3 près de Sake dans la nuit de samedi à dimanche. Le porte-parole civil du M23 affirme que ces troupes n'ont rien à voir avec les hommes armés qui ont battu, pillé et violé plusieurs déplacés. Selon lui, les rebelles n'étaient plus dans la zone au moment des faits. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. D'abord, l'actualité en République démocratique du Congo. L'armée gouvernementale est depuis hier de retour à Goma, une ville qu'elle avait désertée sous la pression des rebelles du M23. Des rebelles qui menacent de revenir à Goma si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Jean-Ibrahim Tonkara, vous m'avez rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour Fréjus. Alors, les discussions devraient incessamment s'ouvrir entre représentants du gouvernement congolais et ceux du M23. Ce qu'on peut dire, Fréjus, c'est qu'il y a quelques jours encore, le gouvernement congolais excluait toute idée de dialogue avec les rebelles du M23. Mais face à la puissance de feu des rebelles, le voilà aujourd'hui contraint à la discussion. Des discussions qui devraient s'ouvrir sous peu à Kampala, sous l'arbitrage du Rwanda et de l'Ouganda. Les revendications des rebelles sont connues. Ils demandent notamment l'application effective des accords de paix du 23 mars 2009, des accords conclus avec le CNDP, un mouvement rebelle composé des dissidents de l'armée régulière, est devenu aujourd'hui le M23. Moïla Tchembe, politologue congolais. À travers cet accord, il y a plusieurs paramètres. Il y a le retour des réfugiés, il y a l'amnistie qui devrait être accordée sauf crimes de guerre comme contre l'humanité, des grades à obtenir dans l'armée, les postes à avoir et dans l'armée et dans les administrations et la transformation du CNDP en parti politique. Le gouvernement prétend que cette partie a déjà été réalisée. Il resterait probablement la question du retour des réfugiés, probablement encore quelques éléments sur les grades. Pour Vianney Kazarama, porte-parole du M23 que nous avons joint en pleine séance de préparation de la rencontre de Kampala, le retour des réfugiés sera une question clé lors des discussions qui vont s'ouvrir. Un réfugié de rentrer, de retourner dans son pays, c'est un droit. D'ailleurs, ce sont les devoirs du gouvernement. Ce n'est pas même exigeant. C'est très important qu'il rentre, donc. Ces réfugiés dont il est question sont des Tutsis congolais qui ont quitté le Congo à l'époque de l'ancien président Mobutu Sese Seko quand ils furent déchus de leur nationalité. Réfugiés pour la plupart d'entre eux au Rwanda et au Burundi, ils auraient l'intention de rentrer en République démocratique du Congo. Autre revendication qui pourrait figurer sur la table des discussions, la question des combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, une rébellion active dans l'est du Congo et qui menace le pouvoir rwandais. Les rebelles devraient aussi demander la liberté des mouvements pour le numéro 1 de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Reste maintenant juste à savoir comment le gouvernement de Kinshasa va réagir à toutes ces revendications. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Onusien sur le soutien à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Kigali a réagi à nouveau pour démentir avoir facilité la prise de Goma le 20 novembre dernier. Le document qui a été transmis au comité des sanctions du Conseil de sécurité affirme que l'armée rwandaise a fait une incursion en territoire congolais afin d'aider les rebelles du M23 à s'emparer de la capitale du Nord Kivu. Selon le groupe d'experts, plus de 1000 soldats rwandais ont épaulé les rebelles dans leur offensive. Pour en avoir le cœur net, Jacques Aristide a posé la question à Olivier Nduhungirehe, premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU à New York. Si les forces rwandaises de défense avaient pris part à ces combats, la MONUSCO aurait confirmé quand même. La MONUSCO est là sur le terrain, elle aurait confirmé qu'il y aurait eu des militaires rwandais qui auraient participé dans ces combats. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. La MONUSCO ne l'a pas fait. C'est pourquoi tout le monde procède par des spéculations, par des preuves, entre guillemets, indirectes. Il n'y a aucune preuve. Et la MONUSCO et tous les autres acteurs, y compris le groupe d'experts, ont été en défaut de nous apporter la moindre preuve matérielle. C'est pour ça qu'il y a toutes ces spéculations. Vous imaginez quand même 1000 soldats. Le Congo a même parlé de 4000 hommes. On a 4000 hommes au Darfour. Il est quasiment impossible d'avoir 4000 hommes, traverser la frontière, aller se battre au Congo, revenir tranquillement sans qu'il y ait une trace, sans qu'il y ait des cadavres, sans qu'il y ait des photos prises.
Olivier Nduhungirehe de la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU était joint à New York. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture prochainement à Kampala d'un dialogue avec le M23. Ces pourparlers pourraient débuter jeudi, a déclaré le ministre congolais de l'Intérieur Richard Muyej, actuellement à Goma, que les rebelles ont finalement évacué en échange de l'ouverture de ces discussions. Nous avons fait en sorte que ce soit une équipe complète composée des animateurs de toutes les institutions, a précisé le ministre, ajoutant que la société civile, l'Assemblée nationale et l'opposition y participeraient. Le M23 a accepté de se replier militairement dans l'espoir que Kinshasa mette en application l'accord du 23 mars 2009, signé entre les autorités congolaises et le CNDP d'alors, qui comporte 15 articles allant de la réforme des forces de sécurité au contrôle des ressources naturelles en passant par la révision du code électoral. La rébellion devait se retirer à au moins 20 km au nord de Goma sur ses positions initiales. Mais selon certains observateurs, des membres du M23 seraient postés à 3 km de la ville, ce qui est démenti par Bertrand Bissémois, porte-parole du M23 joint à Munagana. Nous sommes retirés sur plus de 80 km et je crois que ceux qui disent encore que nous sommes à 3 km, je crois qu'ils continuent à rêver. Nous sommes retirés sur une distance de 80 km et je crois que cela est suffisant pour faire preuve de notre bonne foi. Ceux qui continuent à agiter cette corde-là ne le font que pour essayer de compromettre les négociations qui vont s'ouvrir bientôt à Kampala. Et nous dénonçons cela. Vous dites maintenant 80 km, mais il vous avait été demandé de vous retirer à au moins 20 km environ, il me semble, de Goma sur vos positions initiales. Donc, est-ce qu'il y a encore des troupes du M23 à environ 20 km de Goma ? Nous sommes retirés à partir de Massissi jusqu'au-delà de la ville de Goma. Si vous prenez cette distance, vous trouvez que nous avons fait plus que ce qu'on nous a demandé. Parce que nous nous sommes même retirés de certaines entités où on ne nous a pas demandé de nous retirer. Et nous avons fait preuve de notre détermination à aller vers la paix. Si nous n'avions pas respecté nos engagements, la CIGL nous aurait rappelé alors. Mais la CIGL a constaté que nous avons respecté nos engagements. Et il a demandé au gouvernement de Kinshasa de respecter également les faits. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons nous retrouver le jeudi à Kampala pour discuter avec le gouvernement congolais dans le cadre de négociations politiques. Justement, avant de parler du point qui nous intéresse, les négociations, je reviens sur ce rapport des Nations Unies. Je sais que vous allez le contester, mais ce rapport des Nations Unies dit quand même que le Rwanda a fourni des hommes pour prendre Goma, que l'Ouganda a appuyé le M23 au niveau logistique. Est-ce que vous le niez toujours ? Ce sont des déclarations qui ne sont fondées sur aucun fait réel sur le terrain. Et je crois que ceux qui ont monté ce genre de rapport, ils sont un peu animés par le goût du sensationnel. Nous devons avoir les pieds sur terre. Lorsque vous regardez sur une arme ou sur une balle, il n'est pas mentionné que cette balle ou cette arme a été fabriquée au Rwanda ni en Ouganda. Alors, le dialogue, le M23 a toujours affiché finalement l'accord du 23 mars 2009, disant que le gouvernement n'avait pas respecté toutes les clauses. Est-ce que vous vous appuyez toujours sur cet accord ou est-ce que vous avez finalement maintenant des revendications complètement différentes ? Nous n'avons pas de revendications différentes. Nous restons constants dans nos revendications. Quels sont les points qui n'ont pas été respectés dans cet accord, et du côté du gouvernement et du côté du M23 ex-CNDP ? Cet accord-là du 23 mars, dans son ensemble, dans ses points essentiels, n'a jamais été mis en exécution. Je prends par exemple le problème du retour des réfugiés congolais qui vivent dans les camps des réfugiés au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Où sont-ils, madame ? Que ces camps de réfugiés sont vides aujourd'hui. Le constat est amer, c'est que ces camps sont encore pleins de ces réfugiés congolais. Deuxièmement, madame, nous avons parlé de la réconciliation nationale. Nous disons que par rapport à ce point-là, le gouvernement n'a pas fait son travail. Cela étant, aujourd'hui, on apprend finalement que les discussions, les négociations vont se faire avec le M23, l'opposition, la société civile, l'Assemblée nationale, les sénateurs, etc. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de cette décision ? Nous, ce que nous voulons, c'est nous retrouver sur la table de négociation avec le gouvernement congolais et aboutir à des résultats. Nous avons demandé qu'à cette table de négociation soit associée l'opposition politique qui viendrait comme une partie aux négociations, la société civile
qui viendra comme une partie aux négociations, ainsi que la diaspora congolaise qui viendra également comme telle. Bertrand Bissimois est le porte-parole du M23. Pour ce qui est du futur dialogue à Kampala, une certaine opposition est sceptique, disant que seule l'opposition fictive alliée à la cause de Joseph Kabila aurait sans doute la possibilité de participer à ces pourparlers, ce qui ne sera probablement pas le cas de l'opposant Étienne Tshisekedi, qui conteste fermement les élections de novembre 2011. Écoutons Rubens Mikindo, chef de mission adjoint à la présidence de l'UDPS, le parti de M. Tshisekedi. Jusqu'à l'heure qu'il est, l'UDPS, notre parti, n'a pas encore reçu une quelconque invitation pour participer aux assises de Kampala. Nous attendons, si nous sommes signifiés ou nous avons une invitation, notre parti pourra se prononcer s'il faudra participer à ces négociations ou pas. Mais sinon, jusque-là, c'est plutôt les M23, au cours d'une conférence de presse ici à Goma, où ils ont dit que lors de ces négociations, ils soulignent et ils veulent bien que l'UDPS ou alors l'opposition, la diaspora, la société civile peuvent aussi participer à ces négociations. Ce qui n'est pas aussi mal, mais nous, en tant qu'organisation politique UDPS, nous attendons que cela puisse nous arriver, c'est-à-dire par une voie officielle, et en ce moment-là, l'UDPS pourra se prononcer s'il pourra participer ou pas à ces négociations. Quelle est la situation aujourd'hui de Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il se considère toujours comme étant président de la RDC? Mais bien sûr que oui, M. Tshisekedi, jusqu'à l'heure qu'il est, il ne se considère pas comme le président de la République. Par contre, c'est le président de la République qui a été élu par la majorité des Congolais. Et aujourd'hui, il n'attend plus que l'impérium, c'est-à-dire l'effectivité du pouvoir, pour qu'il exerce sa fonction en tant que président de la République. Je crois qu'il est grand temps que les Congolais puissent se retrouver et de régler d'une manière définitive cette question qui est en train de déchirer notre pays à propos de ces élections du 28 novembre de l'année passée. Alors, étant donné la position de M. Tshisekedi, est-ce que vous pensez que Joseph Kabila pourrait l'accepter à la table des négociations? Mais M. Kabila, à l'heure qu'il est, il est à genoux. M. Kabila, il est KO debout. Et aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix. Ce qui nous réjouit, c'est de voir que même le 23, qui avait à réclamer l'application des accords du 23 mars 2009, et aujourd'hui, même le M23 estime qu'il faut revenir sur la vérité des urnes. Et donc, M. Kabila voulait se cacher, malheureusement. Aujourd'hui, la classe politique est en train de comprendre qu'il y a un problème de crise de légitimité à laquelle il faut trouver une solution moderne. Rubens Mikindo de l'UDPS était joint à Goma, dans le Nord Kivu, en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Participera aux négociations avec le M23. Le pouvoir congolais doit entamer des pourparlers avec le groupe rebelle en Ouganda. Reste à savoir, Sébastien, comment sera composée la délégation officielle. Mais Kinshasa voulait envoyer une équipe élargie. Il était question d'y inclure l'opposition. Or, les 4 groupes d'opposition de l'Assemblée et du Sénat ont annoncé qu'ils n'iraient pas. Martin Fadioulou, député des Forces acquises au changement, s'en explique au micro de Bruno Minas. Nous disons, il y a d'abord un préalable. Le préalable, c'est que nous avons une crise de légitimité qu'il faut résoudre. Les Congolais doivent se retrouver quelque part, ça peut être au Sénégal, au Congo-Brazzaville, avec un facilitateur crédible, non Museveni, non Kagame, pour discuter de cette crise de légitimité et non nous imposer quelque chose qui a été négocié par Kabila et ses parrains d'hier et venir nous les imposer, ça, on n'acceptera jamais. Mais dans les revendications du M23, il y a quand même certaines qui rejoignent les vôtres. Vous auriez pu saisir cette opportunité. Non, M. Kabila ne peut pas nous mettre en face des M23 aujourd'hui. Il a appelé à la mobilisation générale. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui l'a suivi? Non. Les revendications du M23, c'est leur problème à eux. Nous avons d'abord notre problème. On doit assurer la cohésion nationale, la réconciliation nationale avant toute autre chose.
Martin Fayoulou, député des Forces acquises au changement. Et alors que les négociations pourraient donc commencer d'un jour à l'autre, le Rwanda répond au dernier rapport de l'ONU. Les experts des Nations Unies avaient à nouveau accusé Kigali, tout comme l'Ouganda d'ailleurs, d'avoir soutenu militairement le M23 lors de son offensive sur Goma. Des soupçons pour le moins lourds. L'enquête parle de centaines de soldats rwandais entrés en RDC pour assister les rebelles lors de la prise de la ville. C'était le 20 novembre. La ministre rwandaise des Affaires étrangères répond donc hier lors d'une conférence de presse. Louise Mushikiwabo a encore une fois démenti les accusations qui pèsent sur son pays. Stéphanie Glietti. Face à la presse rwandaise, internationale et en présence de journalistes congolais qui avaient fait le déplacement depuis Goma, la chef de la diplomatie rwandaise a de nouveau rejeté en bloc les accusations de soutien de son pays à la rébellion du M23. Ceux qui citent le Rwanda comme parti responsable aux côtés du M23, c'est faux. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule pièce d'évidence, une seule pièce qui puisse se convaincre que le Rwanda est aux côtés du M23. Le Rwanda, d'ailleurs, n'aurait aucune raison de soutenir la stabilité en République démocratique du Congo. Aucun intérêt, car selon la ministre, une instabilité à l'est de la RDC aurait des conséquences sur le territoire rwandais. Kigali a en effet récemment annoncé avoir repoussé 2 attaques de FDLR, des rebelles Hutus, considérés par le Rwanda comme étant d'anciens responsables du génocide des Tutsis de 1994. Louise Mushikiwabo a assuré que le Rwanda suivait de très près les négociations qui sont supposées commencer prochainement à Kampala entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Elle a également appelé à un cessez-le-feu permanent dans la région. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Les RDC où le procès des assassins du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya pourrait être retardé. Les parties civiles avaient demandé à la haute cour militaire de faire citer à comparaître 3 prévenus en fuite. Les magistrats ont accepté. Or, ces citations pourraient prendre 3 mois et retarder d'autant la reprise des audiences. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Première escale ce matin, Kigali, mais pour parler de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Finalement, une rencontre directe entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de Kinshasa. Elle devrait avoir lieu demain jeudi. La nouvelle a été confirmée tant au Congo qu'au Rwanda voisin, un pays souvent accusé d'être la main à peine invisible derrière le M23. Les ministres des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, de la Défense le général James Kabarebe, et des Finances, John Rwangombwa, se sont présentés devant le Parlement rwandais, les 2 chambres réunies. Madame Mushikiwabo a indiqué que le gouvernement congolais leur a officiellement notifié l'ouverture d'un dialogue direct avec le M23 à Kampala. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, dit grosso modo que le M23 s'est conformé à ses engagements. Le gouvernement congolais a fait officiellement savoir au Rwanda qu'il allait entamer un dialogue direct avec les rebelles du M23 à Kampala. Les 2 parties montrent vraiment qu'elles sont prêtes à respecter ce que les chefs d'État de la CIRGL leur ont demandé. Quant au ministre de la Défense, M. Kabarebe, il a expliqué que le Rwanda avait tenté la médiation entre le gouvernement congolais et ses militaires rwandophones depuis des mois. Le Rwanda leur expliquait qu'une guerre ne peut pas être une solution, mais que c'est plutôt les FDLR qui y trouveraient un intérêt, ce qui explique d'ailleurs leur récente incursion dans l'ouest du Rwanda, a-t-il dit. On ne peut faire partie à la fois du problème et de la solution, a ajouté le général James Kabarebe. De son côté, le ministre des Finances, John Rwangombwa, a dit aux parlementaires, en parlant de la suspension de l'aide étrangère au Rwanda, que seulement 12% du budget avait été suspendu et que cela n'aurait aucun impact sur l'économie du pays. En particulier, les salaires des fonctionnaires de l'État ne baisseront pas et il n'y aura pas de réduction de leurs effectifs, a-t-il précisé. Côté congolais, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez, a annoncé que les pourparlers avec le M23 pourraient débuter jeudi. Alors, que faut-il attendre de cette rencontre? Le professeur Philippe Biyoya nous offre son analyse. Je pense qu'au point où on en est, on devrait en fait éviter de donner l'impression que la situation est normale. Parce que le gouvernement, effectivement, préfère communiquer plutôt que de faire face avec courage et avec tout le monde à la situation qui est difficile. Parce que dans toutes les hypothèses, et j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères devant les sénateurs ici chez nous, je pense qu'il y aura une rencontre,
Cette rencontre, quelle que soit la forme qu'on voudrait lui donner, je crois qu'elle aura comme agenda, en fait, l'examen de la mise en exécution par le gouvernement des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du CNDP pour lequel le M23, en fait, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est ça, être à l'écoute, si c'est ça, faire l'évaluation. De toute façon, nous ferons cette évaluation sur la base de la modification des rapports de force à notre défaveur. On accuse souvent le Rwanda et on se demande quelle est finalement la responsabilité de Kinshasa dans la détérioration de cette situation dans l'Est. Il y a une responsabilité. La responsabilité, c'est que nous n'avons jamais pris ça au sérieux et nous n'avons pas compris, en fait, le nouveau contexte géopolitique. Parce qu'en vérité, ce que l'on ne dit pas, que nous les analystes nous disons, il y a un nouveau Rwanda qui est né après, en fait, le génocide. Il y a un nouvel Ouganda qui est né après le génocide. Il y a peut-être aussi un nouvel Angola. Toute la géopolitique de la région se reconfigure, mais la RDC a régressé par rapport à ce que nous avons été. Nous étions un pays pivot, nous étions les pays pilotes, nous étions les pays d'initiative, nous étions les partenaires des États-Unis des grandes puissances. Aujourd'hui, nous sommes devenus un espace où on fait des conflits. Alors je crois que c'est cette négligence coupable qui fait que toute la région et les Nations Unies, à travers la conférence internationale de la région de Grand Lac, travaillent contre nous, travaillent à nous affaiblir, et nous avons assumé en fait cette géopolitique de notre affaiblissement, de notre déclassement géopolitique. Et on est là. Nous avons contribué nous-mêmes à tisser en fait la toile qui aujourd'hui nous enferme. C'est notre responsabilité. Mais pour comprendre les choses, si on veut nous aider, on doit savoir qu'il y a un nouveau dessin géopolitique. Tous les pays voisins, la plupart, notamment les deux, là, l'Ouganda et le Rwanda, eh ben, ils construisent leur identité géopolitique contre nous et ils nous mettent dans des situations d'affaiblissement. L'Est de la République a été somalisé. Il n'y a pas d'administration. Le gouvernement de Kinshasa n'y a pas implanté l'administration, mais c'est peut-être ça. Au lieu de gérer l'espace, on a signé plutôt des accords, mais entre-temps, le Rwanda a institutionnalisé son cynisme en faisant virer ces situations troubles en RDC à travers le FDLR et en instrumentalisant jusqu'aujourd'hui tous les groupes armés, notamment le groupe armé Tutsi. Est-ce que ceux qui détiennent actuellement le pouvoir à Kinshasa ne tiennent pas non plus leur faveur de cette même puissance qu'ils sont en train d'accuser maintenant? C'est là le problème. C'est-à-dire que, regardez, aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est issu des urnes. Mais en vérité, toutes les guerres que nous avons à l'Est depuis 2006, ce sont des guerres, en fait, qui délégitiment, en fait, la légitimité démocratique. Si vous parlez de pouvoir issu des élections, professeur Biyoya, on vous fera très rapidement remarquer que les dernières élections, peut-être, n'avaient pas vraiment tourné en faveur de M. Kabila. Peu importe, quel que soit le contexte, qu'il y ait eu des problèmes ou non, mais quand même, il a participé à une dynamique électorale. C'est-à-dire que le fondement de son pouvoir ne devrait pas être, en fait, ce qu'avait été l'Abdel. Il a un fondement nouveau. Parce que même si on parle de problèmes de tricherie, mais c'est les tricheries d'un processus électoral qui n'est pas un processus de coup d'État ou de libération nationale. Philippe Biyoya, professeur à l'université de Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le gouvernement congolais ira négocier à la fin de cette semaine à Kampala avec le mouvement M23 et sans l'opposition. Les autorités qui ont voulu une délégation congolaise élargie face au mouvement rebelle n'ont pas convaincu une bonne partie de leur opposition. Kosivitiassou. C'est donc tous les 4 groupes d'opposition présents à l'Assemblée nationale et ceux du Sénat, ainsi que l'opposition extra-parlementaire qui ont décidé de ne pas participer à ces négociations de Kampala. Des négociations qui ont été prévues en échange du retrait du mouvement rebelle de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Valentin Moubake est le conseiller politique de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. M. Museveni, le médiateur de Kampala, a été reconnu comme un soutien au M23. Donc, ce qui le met moralement en porte-à-faux à une quelconque neutralité pour être médiateur. Maintenant, l'ultimatum lancé par le M23 pour des négociations directes avec M. Kabila, après la chute de Goma, cet ultimatum-là sont basés sur l'accord privé signé le 23 mars 2003 entre M. Kabila et le M23, nouvelle appellation du CNDP. Un accord privé. Cet accord a été signé à l'insu du Parlement congolais et en violation de la Constitution. Ne concerne pas la République démocratique du Congo. C'est donc un pouvoir affaibli, déjà fragilisé par une semaine de prise de Goma et contraint de discuter avec des mutés en position de force qui se rendra dans la capitale ougandaise. Une analyse partagée par Mukendi Lubanza, professeur de sociologie politique à l'université de Kinshasa. Justement, le pouvoir, il va affaiblir parce que vous savez, le M23 avait demandé les négociations avant de prendre Goma.
et le gouvernement a refusé de négocier avec le M23. Et maintenant qu'ils ont montré la force qu'ils pouvaient prendre Goma, le gouvernement, il va presque à genoux. L'opposition qui a demandé les négociations depuis longtemps n'a pas été écoutée et elle ne va pas y aller parce que c'est le CNDP qui le demande avec les armes. Bon, je pense qu'il fallait y aller et chercher à savoir le contenu réel de ces accords-là. L'opposition congolaise refuse de participer au pourparlers de Kampala, même si pour le M23, ses revendications rejoignent celles des opposants sur la démocratie et les droits de l'homme. Selon des sources concordantes, les rebelles sont toujours aux portes de la capitale du Nord Kivu. Ils seraient postés à 3 km sur une colline stratégique non loin d'une base militaire de la mission de l'ONU en RDC. Toujours à propos de la RDC, les bureaux de la radio communautaire Solidarité, basés à Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Ces bureaux ont été saccagés par des rebelles du M23. C'est ce que des journalistes de la station ont déclaré à leurs confrères de radio Okapi. Les rebelles ont confisqué du matériel, notamment des micros et un générateur électrique. Actuellement, donc, la radio n'a plus la capacité d'émettre. Amani Kabashi, un porte-parole du M23, interrogé sur cet incident, a nié que des membres de son mouvement aient participé à une telle opération. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo. La rébellion du M23 devrait rejoindre Kampala au mieux jeudi, c'est-à-dire demain pour l'ouverture de négociations avec les autorités congolaises à la suite de son retrait militaire de Goma dans le Nord Kivu ce week-end dernier. La frontière à Bunagana entre la RDC et l'Ouganda, où se trouvent les principaux responsables du M23, est toujours fermée, mais selon un porte-parole de l'armée congolaise, le colonel Olivier Amouli, l'aéroport de Goma, qui est sous contrôle de la MONUSCO, est normalement ouvert aujourd'hui, a-t-il dit à la Voix de l'Amérique. Jean-Marie Runiga, le chef politique du M23, a prévu de rejoindre la capitale ougandaise avant la fin de la semaine, tandis que le chef militaire Sultani Makenga ne devrait en revanche pas se déplacer, a précisé M. Runiga, qui espère par ailleurs que le président congolais Joseph Kabila participera aux discussions. Le cadre des négociations reste encore à préciser, mais les intéressés doivent revenir sur l'accord du 23 mars 2009, signé entre le gouvernement et le CNDP. Hier, un officiel congolais en visite à Goma avait laissé entendre qu'un large éventail d'entités gouvernementales et non gouvernementales pourraient participer à ce dialogue, notamment les membres de l'Assemblée nationale, y compris l'opposition. Mais le porte-parole de l'UNC, Jean-Baudouin Maillot-Mambeke, député national de l'opposition et président de la commission infrastructure et aménagement du territoire, a estimé que l'opposition, fût-elle à l'Assemblée ou non, n'avait strictement rien à faire à Kampala. L'UNC exclut tout recours aux armes et condamne tout recours aux armes. Malheureusement, les travaux de Kampala concernent les parties signataires de l'accord du 23 mars 2009. Alors l'UNC ne voit pas pourquoi elle va être là. Elle n'est pas concernée. Elle ne va pas être là comme un spectateur. Par contre, l'UNC est convaincue qu'il y a des problèmes au pays depuis les élections mal organisées de novembre 2011. Il n'y a que le pouvoir du président Joseph Kabila qui ne veut pas le reconnaître. Et même sur le terrain de ce pouvoir-là. Au nom de quoi ils peuvent se l'approprier par des moyens illégaux, par la fraude, et dire aux gens qu'ils ont une majorité, les institutions fonctionnent, mais une majorité issue de la fraude manifeste. Ici, on donne la prime aux armes. Il faut recourir aux armes pour que vous soyez écoutés. Mais lorsque vous demandez de s'asseoir, de parler, vous n'êtes pas écoutés. Vous venez de parler de questions électorales. Or, il me semble que le M23 affiche les mêmes questions que vous. Bien sûr, mais le gouvernement les rejette. Je crois qu'ils vont avoir des problèmes pour se mettre d'accord sur leur ordre du jour. Vous savez que là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Le M23 a une vision un peu plus large des problèmes auxquels le pays est confronté. Par contre, le pouvoir qui a gagné, a triché les élections, ne voudrait pas qu'on fouille là-dedans, voudrait limiter le travail d'évaluation aux accords du 23 mars 2009. Alors nous ne voulons pas nous impliquer dans un tel schéma. Autre chose, madame, les groupes parlementaires ne sont pas à confondre avec les partis politiques. Même si ce sont les députés qui doivent y aller,
c'est leur parti qui doivent les désigner. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas à gérer les députés appartenant aux différents partis politiques. Un groupe parlementaire, c'est une structure interne de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais un parti politique ne peut pas se sentir représenté par les députés, même s'ils sont les siens, mais pour les besoins de la cause qui ne sont pas désignés par lui. Est-ce que Jean-Bertrand Ewanga a l'intention de se rendre à Kampala? Non, il ne va pas s'y rendre, madame, vous pouvez être rassurée. Pas dans ces conditions-là. Si l'agenda est clarifié et que l'on se mettait tous d'accord, oui, bien sûr. Parce que je vous ai dit que nous sommes, nous, des pacifistes. À cet égard-là, les solutions ne viennent que du dialogue. Mais si c'est pour accompagner le gouvernement pour aller réévaluer ces accords avec les M23, si c'était un point parmi tant d'autres, alors nous, on préfère ne pas y aller. Jean Baudouin Mayo Mambeke, député de l'opposition à l'Assemblée nationale en RDC. De plus en plus d'observateurs congolais estiment que les prochaines discussions de Kampala ne régleront pas les problèmes intercongolais. Du moins restent sceptiques sur cette question, étant donné la présumée collaboration de l'Ouganda et du Rwanda, considérés comme parrains du M23 par l'ONU et le gouvernement congolais. Le Bureau international d'études pour la paix et le développement va jusqu'à dénoncer la résolution proposée à la conférence internationale de la région des Grands Lacs par le président ougandais Museveni, ayant préconisé, sans un calendrier précis, dit l'ONG, le maintien et le contrôle par le M23 des territoires occupés avant juillet 2012 jusqu'à 20 km de la ville de Goma, en violation, dit-il, des dispositions des articles 5 et 9 de la Constitution de la RDC. Donc précise un communiqué. Aussi, le BIEPD, basé à Ottawa, au Canada, appelle toutes les composantes de la société congolaise à participer à un dialogue intra-congolais afin de trouver les solutions durables aux violences meurtrières qui perdurent dans l'est de la RDC, une demande qui se fait de plus en plus sentir au plan national. Écoutons Alidor Doumbie, président du BIEPD à Ottawa. Nous dénonçons cette résolution simplement puisque ça viole les dispositions de la Constitution de la RDC. Et la RDC est un État souverain, donc cette disposition cède une portion de son territoire sous contrôle des mouvements rebelles qui est appuyé par des puissances étrangères, donc le Rwanda et l'Ouganda, selon les derniers rapports des experts des Nations Unies sur les conflits en RDC. Oui, mais alors là, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que cette solution semble arranger tout le monde. Maintenant, M. Kabila a accepté le dialogue avec le M23, donc qu'est-ce que vous préconisez? Nous ne savons pas à quel jeu joue le gouvernement de M. Kabila. Nous estimons que l'approche choisie par le gouvernement congolais ne s'agit pas d'un schéma d'un vrai dialogue, mais plutôt d'une opération de camouflage pour ne pas répondre aux faits retenus à leur charge. Il y a un minimum de conditions requises pour qu'un dialogue ait du sens. Parmi ces conditions, je peux citer l'impartialité et la neutralité du facilitateur et aussi l'existence d'un problème qui diverge les opinions entre les parties en conflit. Parlons du premier élément, donc du facilitateur. Le président Museveni, qui est cité dans les rapports de l'ONU comme présumé parrain du mouvement rebelle des M23, a perdu toute crédibilité pour assumer ses rôles de façon impartiale et neutre. Que dirait le monde aujourd'hui si le président Ahmadinejad de l'Iran, qui prône la destruction d'Israël, s'est proposé comme médiateur dans les conflits israélo-palestiniens? Pourquoi alors le monde aura une réaction différente dans le cas de la RDC? Et pour ce qui est du deuxième élément, les points de divergence entre les parties en conflit, je peux les résumer à l'existence de deux camps. Celui de oui à la partition de la province du Nord Kivu et à la cession d'une partie de son territoire à la minorité rwandophone et à un groupe de réfugiés non identifiés que le Rwanda veut déverser à la RDC d'une part, et le camp du non à cette partition d'autre part. Le camp du oui, madame, est composé premièrement de toutes les parties signataires de ces fameux accords du 23 mars 2009. Ce que le monde n'arrive plus à comprendre aujourd'hui est que la journée, le gouvernement est dans le camp des non et la nuit, il se retrouve dans le camp des oui. C'est ce qui complique la tâche.
les négociations en cours n'est qu'une concertation entre les gens du même camp pour harmoniser leurs points de vue. Ce n'est pas le vrai dialogue. Le mouvement rebelle du M23 est une émanation de la CNDP qui est un parti politique de la majorité présidentielle au pouvoir en RDC. Donc la famille politique du président Kabila. Donc c'est vraiment une guerre des clans. Les négociations en cours pour le moment à Kampala, ce n'est qu'une messe des gens d'un même camp qui se concertent pour harmoniser leurs points de vue. Alors justement, vous avez parlé donc d'absence peut-être de neutralité dans les acteurs. Quel genre d'acteurs pourraient participer au dialogue de Kampala, qui n'y est pas prévu en fait? Moi je crois que les Congolais doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. Nous proposons un dialogue national qui est au fait une instance de discussion des questions d'intérêt commun. Un dialogue qui réunira sous forme de forum ou assemblée toutes les différentes composantes représentatives de la RDC en cette période de blocage, afin de proposer un scénario de sortie de crise sous la forme d'un consensus politique d'organisation de nouvelles institutions. Donc, nous proposons un dialogue intra-congolais qui sera inclusif à toute la société congolaise, y compris la diaspora. Alidor Doumbia, président du Bureau international d'études pour la paix et le développement, était joint à Ottawa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les responsables politiques du M23 sont attendus ce soir à Kampala. La capitale ougandaise doit accueillir des pourparlers entre le groupe rebelle et le pouvoir congolais. Une partie de la délégation gouvernementale envoyée par Kinshasa est d'ailleurs déjà sur place. Quant à l'ordre du jour, les choses sont encore loin d'être clarifiées, Bruno Minas. C'est une rencontre au cours de laquelle on ne sait pas exactement de quoi on va parler. Le M23 veut tout mettre sur la table, les revendications des militaires mutins, mais aussi la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme. Du côté du pouvoir de Kinshasa, on veut se limiter aux revendications sociales des militaires mutins. Il s'agit pour Kinshasa de vérifier l'application d'un accord passé le 23 mars 2009 avec une rébellion, le CNDP, laquelle rébellion a été intégrée dans l'armée avant de se mutiner à nouveau sous l'appellation M23. On ne sait donc pas de quoi on va parler, mais on ne sait pas non plus exactement qui va participer. Le président Kabila n'y sera pas, mais il souhaitait une représentation large de la nation congolaise. Cependant, dans l'opposition très divisée, certains disent non, on n'y va pas, d'autres disent peut-être. Ce face-à-face avec le M23 s'annonce donc sous des auspices encore flous, dans un pays, l'Ouganda, dont le rôle de médiateur est aussi contesté puisqu'il est accusé d'être comme le Rwanda derrière cette rébellion. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, c'est sur Kampala, capitale de l'Ouganda, que sont braqués maintenant les feux de l'actualité. Le gouvernement congolais et les rebelles du M23 doivent y entamer demain des pourparlers cruciaux pour mettre fin aux conflits récurrents dans l'est de la République démocratique du Congo. Certes, les rebelles se sont retirés de Goma, capitale du Nord Kivu, en échange de négociations avec Kinshasa, mais on craint que leur offensive de 8 mois ne finissent par un nouveau conflit généralisé dans la région. J'ai joint à Kampala notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses. Oui, les négociations n'ont pas encore commencé. La délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires étrangères est arrivée jeudi à Kampala et a occupé aussi l'hôtel où doivent se dérouler les négociations. Mais il semble que le véhicule qui devait aller chercher l'M23 est allé un peu en retard. Donc, il est probable que tout commence vendredi. Si le véhicule devait aller le prendre où exactement? Est-ce que l'aéroport a été ouvert? Est-ce qu'ils ont pris l'avion? Ils ont pris la route? Officiellement, le véhicule devait aller le prendre à Bunagana où ils ont officiellement leur quartier général. Très bien. Alors, une fois qu'ils seront sur place, comment voyez-vous la négociation? Sur quoi précisément va-t-elle porter cette négociation? Difficile à dire pour l'instant parce que du côté du gouvernement, ils attendent que le CNDP puisse donner leur cahier de charges parce que du côté du gouvernement, presque tout avait été accompli du côté du gouvernement. Donc, ils attendent que le M23 puisse donner le cahier de charges sur quoi vont porter les négociations. Donc, jusque-là, il n'y a personne qui arrive à dire, du moins du côté du gouvernement, sur quoi on va négocier. Et à ce moment-là, les négociations pourront commencer. Mais étant donné que vous suivez de très près cette situation, sur quoi précisément pensez-vous que cela va porter et qu'est-ce que va demander spécifiquement le M23? Ce que nous pensons, c'est plus, au fait, le M23 devrait parler plutôt d'une certaine autonomie de la province du Nord Kivu. Au fait, ça, l'autonomie ou l'autodétermination qui viendrait, mais je ne sais pas si
ils le diront clairement parce que du côté de l'intégration des éléments ex-CNDP, ils ont été intégrés dans l'armée. Mais il se pose aussi un autre problème. Ils se sont octroyés des grades, ils sont devenus des généraux et ils devront, si jamais on les réintégrer dans l'armée, dans les FARDC, ils deviendront des généraux alors que officiellement les FARDC n'ont pas encore reçu des grades supérieurs. Il faudra trouver un budget pour payer tous ces militaires qui sont partis du côté M23 pour rentrer dans les FARDC. Donc c'est tout un problème, mais on va essayer de négocier de tout et de rien si les deux parties sont sincères. Nicaise, quand on parle d'autonomie ou d'autodétermination, on parle de séparatisme et il y a eu beaucoup de voix qui sont élevées contre la balkanisation. C'est ça effectivement le problème parce que depuis le RCD, le CNDP, aujourd'hui l'M23, en réalité c'est au fait cela. Mais est-ce que cette réalité sera posée clairement, mais mise sur la table pour qu'on puisse en discuter? Rien n'est moins sûr. Et comme vous le dites, beaucoup de voix s'élèvent effectivement contre la balkanisation, le morcellement de la RDC. Et c'est là où pratiquement, si on ne pose pas clairement ce problème, on s'attend à ce qu'après 2 ou 3 ans, qu'il y ait un éternel recommencement qui est encore une autre guerre. Parce que s'il ne s'agit que de réintégrer les M23 dans les FARDC, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Notre confrère Nicaise Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle du M23 vont donc entamer vendredi de difficiles discussions à Kampala pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui sera également au cœur d'un sommet de la SADC convoqué par les pays d'Afrique australe le même jour. À noter que le président Kabila ne sera pas à Kampala. Pendant ce temps, le service jésuite des réfugiés, JRS, tire la sonnette d'alarme sur des horreurs dans le Massissi, territoire riche en minerais du Nord Kivu, que les récents événements avec le M23 semblent faire oublier, signalant qu'au moins 28 personnes ont été tuées depuis le 29 novembre. Le GRS demande, et je cite, que l'on tire au clair le conflit oublié du Massissi et garantisse la protection de la population locale et des déplacés. Ils doivent être l'absolue priorité de la communauté internationale, des autorités congolaises, de la mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, et des acteurs politiques de la région des Grands Lacs. Et Isaac Kiyaka, directeur du GRS Grand Lac Afrique, explique « Nous apprécions les efforts diplomatiques en cours pour arrêter les violences des rebelles qui, le 20 novembre, ont pris le contrôle de Goma, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de personnes. La même détermination est maintenant nécessaire pour restituer la paix et la sécurité à la population de Massissi, désormais épuisée par le conflit. » Fin de citation. Avant que des difficultés techniques n'aient interrompu notre conversation téléphonique, j'ai pu recueillir cette explication sur ce qui se passe dans le Massissi auprès d'Inès Oleaga, chef de mission GRS à Massissi. Qu'est-ce qui se passe dans le Massissi, c'est qu'au-delà de la situation qui s'est passée à Goma depuis le mois d'août, à peu près, il y en a beaucoup de conflits entre les groupes armés qui sont en train de provoquer des déplacements massifs d'une semaine vers l'autre. Il y a des personnes qui sont déjà, le mois de novembre, se sont déplacées 3 fois ici à Massissi. On pense qu'il y a des intérêts qui sont derrière, qui sont en train de pousser pour le conflit ennemi, surtout entre les Hutus et les Rwandais. Inès Oleaga, chef de mission GRS à Massissi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et le pouvoir congolais doivent donc commencer à se parler aujourd'hui même. Les deux parties se retrouvent à Kampala. Un temps annoncé, le président congolais Joseph Kabila ne viendra pas dans la capitale ougandaise. En réponse, les leaders politiques et militaires des rebelles ne participeront pas non plus. Une vingtaine de chefs du M23 sont toutefois attendus cette nuit en provenance de RDC. Mais le plus dur est encore à venir. Les deux parties doivent d'abord se mettre d'accord sur l'ordre du jour, Bruno Minas.
Ici, à Kampala, les délégations de la rébellion et de Kinshasa vont devoir fixer un cadre de négociation. Pour celle du pouvoir, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, il s'agit de faire le bilan des accords du 23 mars 2009, passés entre le gouvernement Kabila et à l'époque le CNDP. Ce groupe rebelle avait alors été intégré dans l'armée avant d'entrer à nouveau en dissidence sous l'appellation M23. Mais quand on sait que le M23 veut élargir le débat, le pouvoir va-t-il accepter ? C'est trop tôt pour le savoir, dit le sénateur Tekis Moulaïla, élu du parti au pouvoir PPRD. Il faut avoir des termes de référence. Ici, les termes de référence, c'est l'accord du 23 mars. Les autres éléments, je crois que le gouvernement va apprécier. Quel est votre sentiment à vous personnellement sur l'issue de cette discussion ? Je suis très optimiste. La paix la plus durable, c'est la paix autour d'une table. L'opposition parlementaire avait dit que personne n'irait à Kampala. Ce n'est pas tout à fait le cas. Quelques-uns ont fait le voyage, comme Christian Badibangui, qui se défend d'être un faire-valoir. Lorsque vous dites que l'opposition n'est pas représentée, c'est choquant. Je suis là, je représente valablement l'opposition, l'âme oppositionnelle. En tant que parlementaire élu par cette opposition radicale, j'ai les droits de regard. Les discussions devraient débuter au plus tôt ce vendredi soir dans un grand complexe hôtelier au bord du lac Victoria. Bruno Minas, Kampala, RFI. Et le président Joseph Kabila sera lui à Dar es Salaam pour le sommet extraordinaire de la SADC. Le cas du Congo sera débattu par la communauté des États d'Afrique australe réunie aujourd'hui dans la capitale tanzanienne. Les discussions se tiendront également en petit comité avec la Troïka sur les questions de défense et de sécurité. Troïka composée de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Et puis avec la réunion de l'Angola, du Malawi et du Mozambique actuellement à la tête de la SADC. Les États de la région depuis plusieurs mois très préoccupés par la situation en RDC. Juliette Rangeval. Lors de son dernier sommet ordinaire en août, la SADC s'était inquiétée de la détérioration de la situation. Le sommet avait alors appelé le Rwanda à cesser immédiatement ses ingérences, car selon l'organisation, elle constituait une menace pour la paix et la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais également dans la région. Quelques semaines plus tard, le président en exercice de la SADC, le Mozambicain Guebuza, s'était rendu à Kigali pour avoir une longue discussion avec le président rwandais Paul Kagame. L'Afrique du Sud, l'un des poids lourds de l'organisation régionale, suit évidemment attentivement la situation. Pretoria a des casques bleus sur place et des intérêts économiques importants en RDC. Le président Jacob Zuma s'est affiché dernièrement aux côtés du président congolais Joseph Kabila. Les deux chefs d'État ont alors condamné de la manière la plus ferme les forces impliquées dans la déstabilisation d'un État souverain et demandé la cessation immédiate de ces activités. Jacob Zuma assistera en personne aujourd'hui et demain au sommet extraordinaire de Dar es Salaam. Juliette Rangeval, Johannesburg, RFI. La République démocratique du Congo, où l'ONU a ouvert une enquête sur des viols et des exactions présumées de l'armée. Des soldats des FARDC se seraient livrés à des activités criminelles lors de leur retraite devant l'avancée du M23. La MONUSCO parle notamment de 70 viols dans la région de Minova, près de Goma. Côté humanitaire, les ONG sont bien déployées autour de la capitale du Nord Kivu. Par contre, d'autres zones manquent de tout, notamment dans le Massissi, où le CICR, MSF et Solidarités Internationales interviennent. Les affrontements entre groupes armés y sont réguliers. Frédéric Boyer, responsable du CICR au Nord Kivu. Dans le Massissi, on a assisté ces dernières semaines à des tensions qui n'ont pas forcément de lien direct d'ailleurs avec le conflit entre le M23 et les FARDC, des tensions intercommunautaires très graves, avec des villages entiers brûlés. Et ces violences ont entraîné, là encore, des déplacements de population. La communauté humanitaire, pour des raisons logistiques, pour des raisons d'éloignement, de sécurité, est beaucoup moins présente. Et nous nous efforçons au CICR de répondre aussi à ces besoins qui sont au moins aussi considérables que ceux que l'on trouve à Goma, mais qui sont moins sous le feu des projecteurs. Nous avons été, je dois le dire, fortement préoccupés par un certain nombre de rapports d'exactions, de violations du droit international humanitaire concernant des pillages, concernant parfois, hélas, des violences sexuelles sur des civils. C'est un sujet que nous prenons très au sérieux. Comme vous le savez, nous le traitons à notre façon, dans le cadre d'un dialogue confidentiel face à face avec les autorités concernées, mais la confidentialité ne signifie en rien la complaisance. Frédéric Boyer, responsable du CICR au Nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo,
Ouverture aujourd'hui des pourparlers entre le gouvernement de Joseph Kabila et les rebelles du M23 à Kampala, capitale de l'Ouganda. Rappelons que le M23 a accepté de se retirer de Goma le week-end dernier en contrepartie de négociations avec Kinshasa pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. L'Ouganda sert de médiateur dans la crise sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et en dépit des accusations de soutien au M23 formulées à l'encontre de Kampala et de Kigali par l'ONU et le gouvernement congolais. Une délégation d'une vingtaine de membres du M23 devait faire le déplacement tandis qu'une dizaine de parlementaires de la majorité présidentielle sont dans la capitale ougandaise depuis mercredi. L'opposition congolaise a refusé de participer à ces discussions. La délégation gouvernementale est conduite par Raymond Tshibanda, actuel ministre des Affaires étrangères, alors ministre de la Coopération internationale et à l'intégration régionale, qui avait apposé sa signature dans l'accord du 23 mars 2009, aux côtés de celle de l'avocat rwandais Désiré Kamanzi, alors président du CNDP. Joseph Kabila, quant à lui, ne sera pas de la partie car il a opté pour un autre sommet ce même vendredi à Dar es Salaam, en Tanzanie, réunissant des pays d'Afrique australe, en présence notamment du président sud-africain Jacob Zuma, selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Kinshasa avait pu s'attirer le soutien de l'Angola et du Zimbabwe entre 1998 et 2003 sur le territoire congolais face à des rébellions épaulées par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Comme nombre d'ONG et de partis politiques congolais, Nouvelle Alternative pour le Développement n'approuve pas ce futur dialogue entre Kinshasa et le M23. Voici la réaction du coordonnateur de la NAD, Victor Nzuzi, qui dénonce la guerre économique que se livrent, selon lui, les multinationales dans l'est de la RDC, riches en ressources minières. Ça nous surprend d'abord parce que le gouvernement avait juré ne pas négocier avec le M23. Nous croyons que le gouvernement allait tenir ses engagements. De toute façon, on ne peut aussi pas faire la guerre parce que notre armée a toujours désarmé, s'il faut le dire ainsi, et les rebelles sont plus forts. Jusque-là, il faut le dire. Pour nous, nous ne sommes pas vraiment optimistes et surtout que ce n'est pas toute la population congolaise. Par exemple, l'opposition ne participe pas. Alors qu'il fallait normalement qu'il y ait une cohésion nationale par rapport à ce genre de discussions et aussi discuter avec le Rwanda et l'Ouganda parce que le gouvernement nous avait parlé d'une agression. Et alors, maintenant, c'est le M23. Donc, nous ne comprenons vraiment pas la position du gouvernement congolais, notre gouvernement. Que dire aujourd'hui, finalement, du fait que M. Kabila ne participe pas à ces discussions et il est préféré, finalement, aller du côté de la Tanzanie pour discuter, notamment avec l'Angola et le Zimbabwe? En politique, il y a tellement de stratégies, parfois de non-dits. Moi, je pense que c'est plus pour préserver et parler de l'Angola, c'est voir la position militaire. L'Angola avait déjà été au Congo lors de la première agression ou de la rébellion, pour ne pas parler de la sécession du pays. Donc je pense que c'est par rapport à l'option militaire. Mais l'option militaire n'arrange jamais les choses. Donc le président Kabila, même s'il n'est pas là, nous savons que chaque fois qu'il n'est pas là, il a toujours un mot à dire. Et c'est malheureux. Autant qu'il soit là, et après, et l'Angola, et la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, et tous les autres pays comme le M23, pourquoi ne pas être tous sur place et faire une seule négociation? Vraiment, la population a besoin de la paix. Ce n'est pas normal que ces pays, avec toutes les richesses, que nous subissons la honte comme ça, la misère, la pauvreté. Ce n'est pas normal. Il faudrait que les hommes politiques trouvent une solution. Et notamment le président Kabila qui avait toujours promis la paix, et notamment le M23, parce que son leader à l'époque, le CNDP, son leader devait aller à la Haye, à la Cour pénale internationale. Il n'est pas parti, soi-disant qu'ils allaient nous amener la paix. Et où est cette paix aujourd'hui? C'est désolant. Alors justement, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'est de la RDC? Est-ce que c'est simplement une question économique, une guerre économique? C'est clair, c'est une guerre économique. Ce sont les minéraux qui sont à la base. Moi, je pense que les grandes puissances doivent interroger leurs multinationales. Tout ce qu'il y a comme haute technologie. Il faudrait que les multinationales réellement prennent leurs dispositions et leur gouvernement exige de ces multinationales quand même une certaine... Je sais qu'il n'y a pas de morale dans les affaires, et ça c'est malheureux parce que ça fait déjà plus de 8 millions de morts au Congo. Et il y a aussi les Nations Unies qui a toujours eu des rapports sur ce pillage des ressources du Congo et les complices. Mais après, il n'y a aucun agissement. C'est vrai qu'au niveau de la RDC, il y a un problème. Toutes ces multinationales
Tous ceux qui font la rébellion aujourd'hui, ils profitent de la faiblesse du gouvernement congolais. Victor Nzouzi, coordonnateur de Nouvelles Alternatives pour le Développement, membre du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, était joint à Nkolo, dans la province du Bas-Congo en RDC.